Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Inès Mana et je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire qui va porter sur IFRS 17. On aura avec nous trois intervenants que je vous propose de présenter par ordre alphabétique. Donc en premier, Alice Tou. Alice est associée au sein du département actuariat de Mazars. Elle intervient en conseil et en audit depuis plus de 10 ans auprès d'organismes d'assurance sur leurs problématiques IFRS 17, solvabilité 2 et valorisation. Bienvenue Alice. Également avec nous, Baptiste Bréchot. Baptiste est associé de Deloitte. Il conseille les directions finances et risques des groupes d'assurance dans la transformation de leur activité. Bienvenue Baptiste. Et enfin, Youssef Saidi. Youssef est senior manager chez Axiom Partners. Il a 11 ans d'expérience dans le conseil tant en assurance vie qu'en non-vie. Youssef a réalisé plusieurs missions chez différents acteurs internationaux, notamment dans le cadre des calculs réglementaires sur les réserves en multinormes, la mise en place de modèles internes et la production des dry runs préparatoires à IFRS 17, principalement sur les segments épargne retraite et prévoyance. Bienvenue Youssef. Concernant l'ordre du jour, on vous propose un webinaire en 3 parties. Une première pour faire un état des lieux IFRS 17 avec un tour d'horizon des publications et zones d'hétérogénéité. La deuxième partie concernera le process IFRS 17 sur les enjeux et problématiques opérationnelles en lien avec la clôture des comptes. Et la troisième et dernière partie abordera les thématiques liées à la volatilité, au pilotage et aux KPIs. Dernier point avant de débuter, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au niveau du chat. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Alice pour la première partie et je vous souhaite un bon webinaire. Merci Inès. Bonsoir à tous. Donc, je suis ravie d'être parmi vous durant cette période très chargée pour les directions financières sur IFRS 4 et sur IFRS 17. Donc, comme vous le savez, la norme IFRS 17 est applicable au 1er janvier 2023, donc avec un bilan d'ouverture au 1er janvier 2022. Et dans ce contexte, un très grand nombre de grands groupes ont déjà commencé à communiquer sur les impacts IFRS 17. Et donc, on vous propose de revenir dans un premier temps sur les messages qui ont été passés durant ces communications. Comme vous le voyez sur cette frise, les banques assureurs anglais ont été les premiers à communiquer dès fin d'année 2021. Et ça s'explique par le fait que les méthodes sous IFRS 4 étaient très différentes des méthodes sous IFRS 17 pour ces assureurs. Et donc, ils ont dû anticiper les efforts de pédagogie, de communication. Donc, dans ces communications, on va trouver de l'information sur le calendrier des publications IFRS 17. Donc, à savoir qu'au premier trimestre 2023, la plupart des grands groupes auront publié donc, leurs comptes annuels en IFRS 4. Et c'est donc à partir du deuxième trimestre 2023 qu'on va avoir les premières publications IFRS 17. Donc, que ce soit des publications spécifiques à IFRS 17, par exemple sur le bilan d'ouverture, ou des publications dans le cadre d'arrêtés intermédiaires directement, donc en IFRS 17, pour les acteurs qui publient ces arrêtés intermédiaires. Donc, quels sont les messages qui ont été passés durant ces communications? Donc, on va le voir. Youssef, peux-tu passer la slide? Merci. Alors, donc ces communications étaient à destination des investisseurs. Donc, forcément, elles ont voulu être très, très rassurantes. Donc, en particulier, on a dit qu'IFRS 17 n'aurait pas d'impact sur le business model des assureurs, sur la responsabilité, sur leur politique de dividendes. Autre message qui a été passé, c'est que sur les agrégats comptables, fonds propres et résultats, on s'attend à peu d'impact également. Et sur les aspects de volatilité propres à IFRS 17, les assureurs ont indiqué que cette volatilité serait maîtrisée, car les assureurs ont beaucoup travaillé à utiliser toutes les options possibles par la norme pour réduire cette volatilité. Donc, Baptiste vous en dira beaucoup plus. Autre élément important, c'est que ces communications étaient très pédagogiques pour expliquer la façon dont les agrégats IFRS 17 étaient construits. Et finalement, elles ont été très peu quantitatives. Et donc ça se comprend aussi par le fait qu'aujourd'hui, les directions financières ont vécu une année 2022 très chargée, en travaillant aussi bien sur la production des comptes en IFRS 4 qu'en parallèle sur les comptes IFRS 17.
Les acteurs ont également souhaité saluer les aspects positifs de la norme IFRS 17. En premier lieu, une meilleure comparabilité des résultats entre assureurs. Deuxièmement, une évaluation plus économique des bilans et sur le périmètre de l'activité vie, une meilleure prédictibilité, une meilleure visibilité sur la rentabilité de ces contrats. Donc, et dans ces communications, si on regarde en détail, on va avoir beaucoup d'informations également sur les principes méthodologiques qui ont été retenus. Donc, si on passe à la slide suivante. Alors, je ne sais pas si vous voyez la slide suivante. Chez moi, ça ne bouge pas. Ah, merci. Alors, pour ce qui concerne les principes méthodologiques, il en ressort des grands principes méthodologiques assez homogènes. Donc, pour ce qui est des modèles comptables, donc, sans surprise, les assureurs non-vie ont retenu en majorité le modèle simplifié, le modèle PA, à l'exception des réassureurs. Donc, en tout cas, pour les réassureurs qui ont déjà communiqué, on a un recours massif donc, au modèle général. Sur les périmètres vie, on va avoir le modèle général et le modèle participatif direct, avec sur le marché français, évidemment, une forte représentativité du modèle VFA du fait de la masse des encours en épargne et retraite. Pour ce qui est des méthodes liées à la volatilité des résultats, les assureurs ont retenu massivement les options qui permettent de réduire cette volatilité. Donc, en particulier, côté passif, l'option OCI, qui permet de comptabiliser l'effet de la variation des taux sur les passifs directement en OCI et non pas en résultat. Côté actif, donc dans le cadre d'IFRS 9, les assureurs ont une volonté très forte de classer au maximum les actifs en juste valeur par OCI, y compris pour les actions. Sur le risk adjustment, on voit une convergence vers la méthodologie du niveau de confiance, même s'il y a d'autres méthodologies qui ont été citées dans les communications, donc ça on le verra un peu plus tard. Sur la transition, on a un recours plus important aux méthodes rétrospectives et en particulier à la méthode rétrospective modifiée. Et enfin, sur la construction des courbes des taux, on va avoir une convergence vers une méthodologie en bottom-up qui se rapproche beaucoup de la méthode solvabilité 2 avec une courbe de taux sans risque et une prime d'illiquidité et qui cette fois sera spécifique à chaque assureur. Donc sur la base de ces communications, on a des principes génériques assez homogènes. Néanmoins, sur la base des discussions de classe, c'est ce que l'on peut observer, on va avoir des modalités pratiques hétérogènes et aussi le fait que la norme permette aussi un très grand nombre d'options. On peut avoir aussi une difficulté à comparer les résultats d'un assureur à un autre. Donc, on vous propose de faire un focus sur certaines zones d'hétérogénéité identifiées sans pour autant aussi être exhaustif. Donc, en premier lieu, sur les modèles comptables, alors, la première difficulté de comparaison, elle n'est pas liée à des hétérogénéités de pratique, mais tout simplement à des dispositifs différents de la norme. Ça va concerner les contrats d'épargne et retraite. Ça va être très difficile de pouvoir comparer les résultats sur les contrats d'épargne et retraite des assureurs directs et de ceux qui vont faire de la cession d'acceptation parce que tout simplement, la norme prévoit un modèle, donc le modèle participatif indirect pour ces derniers contrats en cession en acceptation, qui ne reprennent pas l'ensemble des dispositifs prévus pour les contrats participatifs directs. Et donc, on va vraiment avoir une difficulté à comparer ces contrats. Un point de vigilance que l'on peut avoir aussi sur le rythme de reconnaissance du résultat, le rythme de reconnaissance de la CSM, bien qu'on ait un consensus en général sur le choix des unités de couverture pour les garanties principales, il reste le cas spécifique de l'épargne, donc où la plupart des assureurs s'orientent vers un retraitement du Bowave Effect, donc sachant qu'il y a deux pratiques de place discutées aujourd'hui, la méthode long terme et la méthode court terme. Sur le marché français, on voit un peu plus souvent la méthode long terme,
Et le point de vigilance réside dans le fait que ces deux méthodes vont se baser sur des scénarios monde réel qui seront propres à chaque assureur. Il va falloir donc être vigilant et bien comprendre les hypothèses qui soutiennent ces scénarios monde réel, puisque le rythme de reconnaissance des contrats d'épargne se baseront sur ces scénarios en monde réel. Un autre élément, une autre zone d'hétérogénéité qu'on peut avoir sur cette reconnaissance de résultats, c'est à la transition, et notamment la façon dont cet effet de Bowave Effect est retraité à la transition, parce que forcément, qui dit transition dit souvent approximation, quand on n'est pas forcément en mesure de refaire l'ensemble des calculs dans le passé. Et donc, en fonction des approximations qui peuvent être retenues par les différents acteurs, on va se retrouver sur des niveaux de retraitement du Bowave Effect un peu différents. Si on parle maintenant de transition, donc c'est une zone dans laquelle on va avoir vraiment des difficultés à comparer les résultats d'un acteur à un autre, tout simplement parce que la norme prévoit un très grand nombre d'options et de simplifications pour reconstruire le bilan d'ouverture. Donc, en premier lieu, il y a le choix de la méthode. Donc, la méthode par défaut de transition, c'est la méthode rétrospective complète. Et en cas d'impossibilité de réaliser cette méthode complète, il est laissé le choix aux assureurs de retenir la méthode rétrospective modifiée ou la méthode par juste valeur. Autant les méthodes rétrospectives sont assez prescriptives dans la norme, autant ce n'est pas le cas pour la méthode de juste valeur, où il est fait référence à la notion de juste valeur sous IFRS 13, et donc l'obtention d'une juste valeur qui serait cohérente avec les transactions sur le marché. Donc, en l'absence de prix de transaction, les acteurs ont pu travailler sur différentes approches. Donc, des approches où, dans la valorisation, on va tenir compte d'un coût du capital qui lui-même va tenir compte d'un coût du capital additionnel calibré sur les transactions passées qu'on a identifiées, où ce coût de capital va pouvoir aussi intégrer une espérance de rendement pour les actionnaires, et on va aussi entendre parler de méthodes de valorisation de type embedded value. Une autre zone dans la transition où on peut avoir des difficultés pour comparer les résultats, c'est la reconstitution du stock OCI passif pour les contrats BBA. Donc, la norme propose une simplification pour les contrats donc BBA. Les groupes de contrats qui vont être constitués de contrats souscrits à plus de 12 mois. Pour ces contrats, on pourra retenir un stock d'OCI nul. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va avoir la date de transition, donc un impact négatif sur les fonds propres, et en contrepartie, on va avoir une charge financière qui sera moindre dans le futur, puisque celle-ci sera calculée à partir d'une courbe de taux à la date de transition, soit au 31 décembre 2021, et donc sur des niveaux de taux bas. À l'inverse, un assureur qui va choisir de reconstituer ce stock OCI passif va devoir également reconstituer des courbes des taux historiques pour calculer donc ce stock. Et dans le cas de cette reconstitution de courbe des taux, là aussi, on peut avoir des approches assez différentes. Des courbes des taux médianes, des courbes des taux pondérées par le volume des souscriptions. Et donc, ces niveaux des courbes des taux différentes vont amener à avoir des niveaux de stock OCI passifs également différents et, dans le futur, des charges financières plus ou moins élevées qui vont dépendre justement de ces courbes des taux dites locked-in.
Si on passe maintenant au risk adjustment, donc comme indiqué tout à l'heure, la méthode la plus plébiscitée, c'est la méthode par niveau de confiance, par intervalle de confiance. Mais d'autres méthodes ont également été citées et discutées sur la place, comme la méthode du coût du capital. Sur la partie des provisions pour sinistres survenus, une autre méthode consiste également à aligner le montant du risk adjustment au montant des marges de prudence contenues dans les provisions statutaires. Donc, il y a une certaine liberté dans la méthodologie qui est permise pour calibrer ce risk adjustment. Pour ce qui est des risques pris en compte et couverts par le risk adjustment, il y a là plutôt un consensus. On s'est rapproché de ce qui existe, et notamment des modules de souscription sous solvabilité 2, avec des divergences, des discussions sur l'exclusion de certains risques, comme le risque de rachat massif, les risques liés au rachat dynamique, le risque cat mortalité, ou encore le risque d'inflation sur les frais. Certains acteurs vont également tenir compte non seulement des effets négatifs de l'incertitude du risque, qui doit être couvert par le risk adjustment, mais également des effets positifs. Autrement dit, ils vont pouvoir tenir compte d'un effet de compensation lié lors d'un choc au sein d'un même groupe de contrats ou portefeuille de contrats. Par exemple, prendre en compte des effets positifs comme négatif du risque de mortalité sur un portefeuille d'assurance. Pour les assureurs qui vont utiliser la méthode par niveau de confiance, pour ce qui est du calibrage des chocs, ce que l'on voit le plus souvent, c'est une reprise, c'est une capitalisation sur les chocs calibrés dans la formule standard. Donc, les acteurs vont, à partir d'hypothèses fortes, notamment sur la distribution des risques, dériver des risques, enfin des chocs à l'ultime, tenant compte de la duration des passifs, ou calculer également des chocs progressifs jusqu'à extinction des portefeuilles. D'autres acteurs qui disposent déjà de données et également des modèles et outils associés ont fait du recalibrage complet des chocs de souscription. On s'attend dans ce cas-là peut-être à une fréquence un peu moindre de ces calibrages. Pour ce qui est de la diversification des risques, sans surprise, une convergence, une utilisation des matrices de corrélation existantes sous solvabilité 2. Et on va avoir une prise de la diversification soit au niveau entité, soit au niveau groupe, comme ce qui est permis par la norme, et une allocation ensuite de ce risk adjustment diversifié, soit par des méthodes de prorata, par exemple des prorata en fonction du risk adjustment non diversifié, ou des méthodes plus complexes comme des méthodes marginales. Donc, bout à bout, des discussions de place, on arrive à des niveaux de quantile qui peuvent osciller entre 60 à 90%, sachant qu'aujourd'hui, aucun acteur, enfin, il y a un acteur à communiquer sur le niveau de quantile au niveau groupe. Donc, on va attendre donc, les prochaines publications pour avoir les résultats définitifs. Pour finir, il y avait un point sur lequel on voulait revenir, c'était la courbe des taux. Donc, même s'il y a une convergence aujourd'hui sur les méthodologies de construction des courbes des taux, il peut y avoir quelques petites subtilités. Donc, la plupart des acteurs ont voulu capitaliser sur un référentiel connu, solvabilité 2, et pour aussi essayer de gagner du temps aussi sur les calculs. Et ont donc repris les méthodologies du corpus solvabilité 2. Donc, sur la partie courbe des taux sans risque, on a vraiment les mêmes méthodologies. Par contre, sur certains aspects, quand il y a des corridors, des caps, des floors qui permettent de lisser un petit peu le calibrage de certains paramètres, certains acteurs vont choisir de supprimer ces corridors et ces lissages. Donc, on va repartir en général de la courbe des taux swap
auquel on va retraiter le credit risk adjustment. Là, on peut, chez certains acteurs, supprimer les corridors prévus par l'EIOPA. Sur l'UFR, de la même façon, on va pouvoir retirer les corridors, les règles de lissage. Sur le choix du LLP, donc du dernier point liquide, il y a un consensus sur le choix à 20 ans, majoritairement. Par contre, il peut y avoir des divergences sur le choix de la méthodologie d'extrapolation, sachant que la plupart ont choisi d'anticiper la révision solvabilité 2 en utilisant la méthodologie d'extrapolation qui est proposée par l'EIOPA pour la révision solvabilité 2, c'est-à-dire la méthode First Smoothing Point, qui permet en particulier de tenir compte des données de marché au-delà du dernier point liquide. Mais on a aussi d'autres méthodologies d'extrapolation, comme l'approche Smith-Wilson, qui est encore utilisée aujourd'hui dans le corpus solvabilité 2, ou l'approche Nelson-Siegel. Donc là, on va avoir, par contre, des spécificités propres à chaque assureur, c'est dans le calibrage de la prime d'illiquidité de passif. Donc, en l'absence de marché sur le passif, on va dériver la prime d'illiquidité du passif à partir de la prime d'illiquidité des actifs détenus par les assureurs, en utilisant un coefficient de passage qui va dépendre potentiellement donc, des écarts de duration entre l'actif et le passif, de la typologie aussi, de la prédictibilité des flux de passifs. Ce que l'on voit, c'est que les primes de liquidité d'actifs sont calculées par grande catégorie d'actifs. Sur la partie obligataire, les assureurs se sont beaucoup inspirés de solvabilité 2 en reprenant la méthode de calcul de volatility adjuster. Et d'autres assureurs, certains acteurs vont calculer des primes de liquidité sur d'autres types d'actifs pour lesquels on n'avait pas de calcul dans le cadre de solvabilité 2. Donc, par exemple, de l'immobilier, de l'infrastructure ou encore certains types d'actifs dans la catégorie actions. Donc, pour finir cette première partie, donc, oui, il y a des principes de méthodologie très homogènes sur la place, mais en pratique, des modalités d'application hétérogènes et surtout des choix et des options, des simplifications permises par la norme qui méritent du coup beaucoup d'attention. Quand on étudie les chiffres IFRS 17, aussi bien la transition qu'en rythme de croisière. Merci beaucoup Alice pour cette première partie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au niveau du chat et je laisse la parole à Youssef pour la suite. Oui, merci Inès, merci Alice. Ce que je vous propose effectivement dans cette seconde partie, c'est d'un peu visiter les coulisses de l'implémentation de IFRS 17, donc à travers deux principaux volets. D'abord, les synergies et les nécessités d'adaptation entre le référentiel solvabilité 2 sur lesquels les assureurs ont grandement capitalisé, et puis dans un second temps, sur les principales difficultés que rencontrent les assureurs et comment certains d'entre eux ont pu, on va dire, les tacler au fur et à mesure des différents dry runs et parallel runs qui ont été menés jusqu'à très récemment. Mais tout d'abord, en termes effectivement de synergie qui existe finalement entre ces deux référentiels, à savoir solvabilité d'un côté et IFRS 17 de l'autre, très clairement, les assureurs par opportunisme, disons, ont largement capitalisé sur ce référentiel existant, principalement sur trois principaux volets. Un volet très clairement lié à la méthodologie, sur lequel je reviendrai. Un second volet lié au modèle de projection des cash flows. Et enfin, un troisième qui est principalement lié aux outils, aux machines de calcul qui ont largement été remis à contribution dans le cadre de IFRS 17. Chacun des blocs, et c'est ce qui est intéressant à effectivement analyser, chacun des blocs de solvabilité 2
ont pu être remises à profit, disons, dans IFRS 17. On a le best estimate d'un côté, la PVFCF de l'autre, la CSM à la souscription, où on peut voir quelques parallèles avec la CSM, pardon, avec la New Business Value qu'on voit sous Solvabilité 2. Et donc, pour chacun de ces trois volets, il y a clairement une capitalisation qui est réalisée. En termes de méthodologie, très clairement, la méthodologie d'analyse de mouvement de la valeur et des engagements qu'on utilisait dans le cadre de Solvabilité 2, que ce soit dans le cadre du roll forward du best estimate pour certaines entités en formule standard, ou alors pour celles qui sont en modèle interne dans le cadre de l'exercice réglementaire du P&L Attribution, a pu être réexploité dans le cadre d'IFRS 17 pour établir le roll forward de la CSM et de la PVFCF, qui sont finalement des éléments structurants dans le cadre de l'établissement des états financiers et en particulier du P&L. À côté de ça, le deuxième volet concernant les modèles de projection des cash flows, il est clair que tout le contexte entourant, tout l'environnement entourant les modèles de projection, donc les outils d'une part, les hypothèses de biométriques ou comportementales des lois des assurés ont été réutilisées largement par les assureurs dans le cadre de la projection des engagements IFRS 17. Il en va de même pour tous les éléments concernant les données contractuelles des assurés. Donc, en particulier, dans le cadre de l'épargne retraite, on a continué à exploiter très souvent les mêmes model points, même si on essaie d'aller à une maille de reporting un peu plus granulaire. De la même façon, sur les scénarios économiques, les contraintes de market consistency de martingalité restent de vigueur. Et comme disait Alice à l'instant, il y a des adaptations qui sont spécifiques à IFRS 17, notamment sur la courbe des taux centrales, sur lesquelles on reviendra. Mais clairement, les approches restent très homogènes. Et enfin, le traitement de tout le périmètre des réserves non modélisées, on garde les mêmes réflexes pour s'assurer qu'on embarque bien, en tout cas en assurance vie, l'ensemble des engagements techniques, même ceux qui n'entrent pas dans le cadre des modèles prospectifs. Et enfin, un dernier volet qui est intéressant, qui est lié finalement au calcul du risk adjustment, que ce soit en approche coût du capital ou en approche via des quantiles de distribution, les assureurs réexploitent les outils de calcul de risque, donc que ce soit en modèle interne pour avoir une full distribution du risque et ensuite se positionner à un certain quantile pour le risk adjustment, ou alors dans le cadre des outils de production de la risk margin solvabilité 2 sur la base d'une projection basée sur le coût du capital, on réutilise les mêmes outils dans les grandes lignes pour dériver l'équivalent quelque part de la risk margin en vision IFRS 17. Donc, beaucoup de volets sur lesquels les assureurs ont factuellement et on va dire en pratique capitalisé, même si des adaptations sont quand même nécessaires pour deux principales raisons. On donne ici quelques exemples qui sont très spécifiques ou en tout cas qui reviennent beaucoup en assurance vie, mais certains reviennent également en assurance vie, en assurance non-vie concernant notamment la courbe des taux. Par exemple, mais globalement, l'idée étant de dire, sur la base de ces modèles existants, il y a la nécessité d'adapter certains éléments parce qu'il y a des écarts normatifs entre les deux référentiels. Solvabilité 2 est une norme prudentielle avec ses règles. IFRS 17 cherche à capter la rentabilité qui adhère le plus possible à la réalité économique des contrats. Et donc, par là, on a des ajustements d'hypothèses, de modélisation qui pourraient être faits. Parmi les exemples qu'on peut citer, alors très clairement, la notion en épargne retraite de projection des versements libres, qui est très contrainte évidemment en vision solvabilité 2 du fait de la frontière des contrats qui est quand même assez restreinte. En IFRS 17, on part du principe qu'on prend en compte l'ensemble des informations disponibles et on est dans le cadre d'une frontière de contrat un peu plus large quand même, où on projette ces versements libres dans le temps. Il en est un peu de même concernant les frais qui sont projetés dans le cadre de l'estimation des engagements IFRS 17. Là où dans Solvabilité 2, on est sur une notion de frais qui est assez large, on embarque tous les frais de gestion, d'acquisition des contrats
Évidemment, mis à part certains, à l'exception de certains one-off, on va dire, dans IFRS 17, on est un peu plus spécifique aux frais qui sont directement attribuables au contrat. Et donc, par là même, on est sur une assiette un peu plus, enfin, même beaucoup plus réduite, ce qui oblige un peu les assureurs à aller faire un screening des lignes de frais, quelles sont celles qui sont directement attribuables, quels sont ceux qui sont directement attribuables au contrat, lesquels ne le sont pas, lesquels sont projetés ou lesquels ne sont pas projetés. Et donc, en pratique, on fait ce travail d'ordre, en tout cas des frais qui sont projetés et de ceux qui ne le sont pas côté IFRS 17. En termes de scénario économique, on part évidemment des mêmes contraintes que Solvabilité 2, à savoir on est sur une valorisation quand même qui respecte certains principes de martingalité des scénarios, de market consistency avec les prix de marché, évidemment, mais on adapte en particulier la courbe des taux centrales à l'illiquidité des passifs de chacun des assureurs. Et donc, on calibre une sorte d'illiquidity adjustment qui est propre à chacun des assureurs, là où dans Solvabilité 2, on est sur un volatility adjustment qui est assez qui est commun en réalité aujourd'hui entre les assureurs qui partagent une même devise, même si des évolutions peuvent arriver prochainement. Et enfin, l'autre élément qui peut être intéressant et qui est effectivement à noter côté épargne retraite, c'est cette prise en compte de la prime de risque, on va dire, monde réel, où les assureurs cherchent à compléter par rapport à Solvabilité 2, qui est une valorisation, on va dire, en risque neutre, l'effet, la performance finalement des actifs au monde réel pour neutraliser cet effet qui consiste à différer certaines reconnaissances de profit dans le temps. Et donc, on essaie de capter par là même une rentabilité monde réel au courant de la période qui vient de s'écouler en IFRS 17, chose qu'évidemment, on ne faisait pas côté Solvabilité 2, du fait justement d'absence finalement de reporting de PNL dans cette norme qui est par définition prudentielle. À côté de ces adaptations et ces écarts normatifs, les assureurs, en réalité, peuvent être amenés à un peu compléter leur valorisation, encore en divergeant par rapport à Solvabilité 2, mais pas nécessairement pour des raisons normatives S2 versus IFRS 17, mais par exemple pour aller adhérer un peu plus à la réalité économique de leur contrat. Typiquement, en assurance non-vie, certains assureurs dérogent notamment sur les lois de rachat dynamique et de la règle, on va dire, de ces fameuses lois ONC, pour aller chercher des lois de rachat dynamique qui sont un peu plus adaptées à leur portefeuille et en cela même sont un peu décalées par rapport à l'environnement Solvabilité 2. Évidemment, toujours sous réserve de documentation, de justification de cette approche-là. En ce qui concerne les coûts et les frais, là où Solvabilité 2, on est sur une approche qui se veut prudentielle, on a tendance un peu plus à favoriser, à privilégier l'approche coût unitaire. La ventilation des frais entre coût variable et coût unitaire pourrait être affinée dans le cadre de IFRS 17, toujours pour aller un peu plus près de la réalité économique des contrats. Et enfin, concernant l'ensemble des futures décisions de gestion qui sont modélisées dans les modèles prospectifs, certains éléments qui sont un peu des doctrines, entre guillemets, des régulateurs, peuvent être dépassés dans le cadre d'IFRS 17 pour mieux refléter ou davantage refléter les décisions de gestion de l'assureur. On peut en citer quelques-unes, en particulier sur l'allocation stratégique d'actifs, ou plus généralement sur la stratégie financière, où les assureurs, pour certains, peuvent par exemple aller sur une allocation stratégique dynamique dans le temps qui pourrait changer et qui ne soit pas figée à la modélisation AT égale 0, à la stratégique asset allocation, on va dire AT égale 0 du bilan. Il en est de même un peu pour les stratégies de réinvestissement sur les nouveaux actifs dans le temps, où on pourrait, par exemple, déverrouiller la fameuse règle qui contraint à ce que la duration des actifs reste constante dans le temps et pourrait suivre, dans le cadre d'IFRS 17, le run-off des passifs pour justement refléter un peu plus la stratégie de gestion d'un assureur. Donc, en bref,
grosses, on va dire, de gros leviers de synergie entre les deux référentiels avec certaines nécessités d'adaptation qui sont spécifiques à IFRS 17 pour justement capter un peu mieux la rentabilité des contrats. Dans cette seconde partie, ce qu'on propose, c'est en pratique, quelles sont les principales problématiques en réalité qu'on voit dans le cadre des différents dry runs ou parallel runs qu'on a observés jusqu'alors et auxquels on pourrait s'attendre pour ce Q4 et pour le Q1 et Q2 prochain. Elles sont pas exhaustives forcément dans ce slide, mais on peut en citer trois principalement. D'abord, celles qui sont liées aux délais de clôture qui sont très serrés. Donc, le graphe à gauche montre pour certaines entités, alors il y en a 4, pour certains acteurs, l'écart de délai de livraison au niveau des équipes actuarielles, des données, enfin des résultats de bilan et d'estimation des engagements techniques. Donc, en général, ce qu'on voit en noir, on avait quand même assez de marge de livraison dans le cadre de solvabilité 2. En bleu, des marges quand même très réduites en termes de délai. Donc, on perd en moyenne une dizaine de jours si on regarde l'ensemble de ces acteurs-là. Donc, des délais très serrés. Et donc, très clairement, il paraît quasiment impossible de capitaliser sur le processus S2 pour pouvoir livrer l'IFRS 17. Et donc, la nécessité d'anticiper un peu plus les chaînes de production pour tenir ces délais-là. Le deuxième niveau qui est plutôt de difficulté est lié, alors même si les communications se veulent rassurantes par rapport à IFRS 4, il y a quand même de nouvelles sources de volatilité du résultat, en particulier sur l'épargne retraite, et qui se déclinent en trois principaux volets. D'abord, l'anticipation des résultats et leur comparabilité par rapport au forecast et au plan sont quand même assez complexes et leur maîtrise est quand même relativement moins simple que lors d'IFRS 4. Et donc, se pose la question, comment est-ce qu'on corrige, comment est-ce qu'on améliore finalement la qualité de l'information pour la dépolluer d'une volatilité qui ne serait pas voulue dans le cadre d'IFRS 17. Pour l'année 2023 spécifiququement, la comparabilité quand même du résultat IFRS 17 par rapport à l'année dernière qui était en IFRS 4 sera quand même importante et qu'il s'agira quand même d'analyser un peu plus en profondeur. Et enfin, l'analyse des métriques entre ce qui existe en solvabilité 2, à savoir la value in force des contrats, la new business value, sera faite nécessairement avec IFRS 17. Et donc, il va falloir jongler d'un univers multinorme entre ces différents référentiels et de trouver justement les leviers de réconciliation de ces différents résultats pour ne pas justement les subir. Enfin, un troisième volet qui est assez lié à l'organisation des assureurs et des directions financières en général, c'est que cette norme-là, plus que jamais, a été marquée par une certaine transversalité, car elle mêle plusieurs équipes. De la comptabilité, de l'actuariat, des gestions évidemment, des investissements côté épargne retraite. Et donc, l'ensemble de ce monde-là doit se parler, utilise souvent les mêmes données qui tombent comme par hasard sur plusieurs postes du PNL. On en donne quelques exemples à droite. Les flux de prestations qui impactent les incurred claims en compta, mais qui impactent également chez les actuaires l'analyse de mouvement de la CSM et du best estimate. Les rendements financiers qui tombent dans le rendement financier côté investissement ou comptabilité et qui impactent également la variation de valeur des actifs sur laquelle on se base pour mesurer les impacts en CSM et en best estimate. Et donc, il y a la nécessité de s'assurer de la cohérence de données entre ces différentes équipes pour justement livrer une information financière la plus consistante possible et dépolluer de ces effets d'inconsistance qui pourraient exister d'une équipe à l'autre. Et donc, face à ces difficultés-là, les réponses qui ont été données par certains assureurs, en tout cas en termes de bonnes pratiques,
il paraît clair qu'un TCP, donc qu'un Target Closing Process, est nécessaire pour justement répondre aux délais qui sont quand même relativement très serrés et en même temps donner du temps aux analyses et aux équipes pour pouvoir livrer une information financière la plus compréhensible, la plus cohérente possible aux investisseurs. Et donc, il y a 3 niveaux chantiers sur lesquels des anticipations ont été retenues par les assureurs. D'abord, en termes de données et d'input, il y a clairement une approche de phase close qui a été faite très souvent. On prend souvent sur les assureurs qu'on peut mener justement ce type de projet-là, c'est d'avoir quasiment 1 mois d'arrêt des chaînes de production pour construire le chiffre d'affaires arrêté, même s'il est estimé, les provisions techniques, le résultat financier, pour pouvoir mener l'analyse de mouvement sur base estimative dans un second temps et ensuite ajuster si besoin en début de période en fonction de la réalité finalement des flux estimés, que ce soit pour les flux de prestations, le rendement des actifs ou encore les scénarios économiques. L'autre élément qui peut être intéressant, c'est dans le cadre de l'anticipation et de l'analyse des résultats, c'est justement anticiper ces comparaisons entre forecast et réel pour identifier quels sont les leviers qui permettent de réconcilier l'attendu avec le réalisé, quel que soit, disons, le modèle de valorisation, que ce soit en BBA, en VFA ou en PA, qui serait finalement une approche purement pendant la clôture, de savoir comment est-ce qu'on peut jongler très rapidement entre ce qui était attendu et le réalisé de la période. En revanche, certains éléments nécessitent quand même d'être anticipés bien en amont des clôtures, notamment tout ce qui est attrait au changement de modèle, notamment en épargne de retraite, lors d'arrêtés intermédiaires ou en interclôture, par exemple. Et enfin, sur l'enjeu de transversalité, très clairement, il y a un besoin accru d'échange, on va dire, entre les différentes équipes qui sont contributrices à cette norme qui se veut quand même très, très transverse. Et donc, quelques bonnes pratiques qui ont été observées chez certains assureurs, c'est effectivement cette organisation en équipe multicompétences qui mêle à la fois des actuaires, des comptables, des équipes des investissements, des contrôleurs des gestions et même des profils plus IT pour l'implémentation. Ces équipes-là communiquent de façon régulière, ce qui permet finalement d'assurer la cohérence des données entre les différentes directions, tout en contrôlant la cohérence finalement des informations partagées qui assurent une sorte de fiabilité en bout de chaîne des états financiers. L'autre bonne pratique est justement de piloter ces équipes, ces squads assez transverses par justement des chefs de projet qui ont ces profils transverses-là qui permettent de fluidifier les rouages, disons, et de s'assurer que la traduction entre ces différentes équipes est correctement réalisée. En termes de takeaways, je dirais, pour finir cette partie plus liée à l'implémentation et en termes de bonnes pratiques, c'est finalement de façon assez de bon sens finalement un arrêt anticipé des chaînes et des analyses de mouvement sur base estimative, une identification de la part des assureurs et des réassureurs en amont des leviers permettant d'adhérer à l'économie réelle des contrats, que ce soit via des changements de modèle, des pilotages des réserves via le risk adjustment ou autre. Et enfin, cette prime à la transversalité des organisations et des compétences qui a permis quand même aux assureurs qui ont choisi cette approche-là de s'en sortir plutôt bien lors de ces derniers parallel run et dry run qui ont eu lieu au courant 2022 et 2021 et probablement au courant de l'année 2023. Je peux laisser la main à Inès. Merci beaucoup, Youssef. Et du coup, la parole est à Baptiste. Alors, sur cette dernière partie, finalement, ce qu'on a voulu de façon très succincte, c'était aborder un des sujets clés qui est la volatilité, la façon de piloter les indicateurs et quels indicateurs, in fine, qui seront publiés. La volatilité, finalement, c'est un sujet clé avec différentes sources, de très nombreuses sources de volatilité, et il convient dans un premier temps, quand on cherche à comprendre comment les indicateurs IFRS varient, de séparer vie non-vie, mais de séparer aussi
les modèles comptables, puisque la façon d'appréhender la volatilité est différente selon les modèles. Sur la vie, sans revenir sur toutes les possibilités, évidemment, l'environnement des marchés va être clé, avec un effet sur les contrats onéreux qui est rare, certes, mais qui peut être très important compte tenu des volumes et des longues durations des passifs en vie. Également sur la façon d'appréhender l'actif et la façon de classer ces actifs, donc d'enregistrement comptable de ces derniers, avec, comme vous le savez, parfois, et en particulier quand on ne peut pas appliquer la VFA, des soucis de volatilité qui se reflètent directement pour partie dans le compte de résultat quand on fait même le choix d'avoir une partie qui varie par OCI. Alors sur la non-vie, c'est très différent. On l'a vu, beaucoup d'acteurs en particulier ont été surpris parfois de l'effet des variations de taux avec des passifs qui ne sont pas si courts que ça. Et effectivement, quelque chose qu'on connaît peu, l'actualisation des provisions et la façon dont enregistrer ces variations de taux en règle générale en OCI, avec un effet certes sur les capitaux propres, mais qui peut, et en particulier dans le monde bancaire, être important. Donc voilà sur les sources. Ensuite, il y a la question du comment on réduit cette volatilité. Alice, tu as décrit au tout début effectivement différentes approches comptables et des choix qui ont été faits et ces choix, en particulier sur la granularité, comment avoir une granularité qui réduise le nombre de contrats onéreux, la classification des actifs. On a vu que les actions, effectivement, beaucoup d'acteurs avaient fait le choix de la juste valeur par capitaux propres pour réduire les effets de la volatilité par compte de résultat, ou la courbe des taux, effectivement, avec un effet courbe des taux et prime de liquidité qui comprend une vision un peu plus large que celle de solvabilité 2 en règle générale et qui vise en règle générale certes à être cohérent avec l'illiquidité des passifs, mais qui a pour principal effet une courbe des taux un peu plus élevée que S2 et donc réduisant le coût des options à garantie dans l'univers épargne retraite et qui s'adapte aussi potentiellement mieux à la variation d'actifs également. Alors, il y a une grande question qui s'est posée sur le risk adjustment. Est-il ou pas une façon d'amortir les chocs et en particulier en faisant varier le quantile? On verra ce qu'il en est. On a vu un acteur, je crois, peut-être dès demain, publier en tout cas un intervalle de quantile et donc on pourrait s'interroger sur comment cet intervalle va-t-il être utilisé au cours du temps. Les frais également, comment réduire les frais, éviter l'onérosité, même si on doit répondre à un certain nombre de critères sur les frais attribuables, et la définition des underlying items qui est clé, puisque par exemple, certains vont aller reconnaître des écarts d'expérience. Par exemple, je paye plus de frais que ce que j'avais comptabilisé auparavant, directement en CSM et non en compte de résultat, avec une définition des underlying items qui évite cette volatilité donc en résultat. Et qui est le reflet souvent d'ailleurs de pratiques et de pratiques en matière de PB et donc qui répond à la définition des underlying items. Alors ensuite, il y a la suite, puisque maintenant on applique IFRS 17. Et si tu reviens juste avant, et je termine, il y a la suite et il y a toutes les questions qui vont se poser sur la réduction du mismatch actif-passif, avec certains acteurs qui ont voulu réduire le mismatch et donc qui ont opéré un certain nombre de cessions d'actifs. Toute la question de l'utilisation de ce qu'on appelle le risk mitigation, qui est très important et qui est à explorer, c'est comment au mieux réduire la volatilité en PNL, soit à travers les dérivés, soit à travers de la réassurance, les couvertures, la stratégie d'allocation et la réassurance. Donc, beaucoup en réalité d'aspects business postérieurement au choix de méthodes comptables. Ensuite, il y a les KPIs. Alors, sur les KPIs, on pourrait en montrer plein et autres. L'idée ici, c'est plutôt de se dire finalement, il y a différents types de blocs. Il y a tout ce qui est autour du cash et de la solvabilité, où finalement les assureurs ont beaucoup communiqué là-dessus in fine, puisque ça ne change pas. Et l'idée est de dire, quel que soit l'univers IFRS, la façon d'appréhender le dividende, le chiffre d'affaires ou l'excédent au-delà des exigences de solvabilité, l'excédent de capital, ne change pas. En revanche, sur les indicateurs usuels existants, que ce soit le new business ou la notion de résultat opérationnel ou le ratio combiné, on a des changements. Le new business, des acteurs ont expliqué la différence avec un new business de CSM où la frontière des contrats peut être différente, les frais, la courbe des taux, comme on l'a évoqué.
Le ratio combiné, puisqu'on actualise les provisions techniques en non-vie et pas que, et donc avec un effet sur le ratio. Quant au return on equity, plusieurs acteurs ont communiqué donc un effet sur les capitaux propres à la transition, un possible effet sur le résultat, puisque le rythme de reconnaissance du résultat, et en particulier pour des acteurs type au UK, avec des segments sur des rentes qui ont une modification très importante du rythme de reconnaissance, peut avoir un effet sur le ROE. Et avec une question sur le E, est-ce qu'on y met ou pas, in fine, la CSM? On verra sûrement des pratiques assez divergentes sur le sujet. De nouveaux indicateurs, CSM, risk adjustment, la notion de revenu d'assurance, les onéreux qui vont être regardés et les nouvelles sensibilités, puisque ça sera clé de pouvoir faire une prédiction sur le résultat à venir côté analyste et marché. Alors d'ailleurs, Youssef, à la page d'après, on a plusieurs acteurs qui ont communiqué, c'est ce que tu nous expliquais, Alice. J'ai pris à titre vraiment de hasard différents exemples. On aurait pu en prendre d'autres. Vous pouvez aller voir par exemple Minicré, Generali. Ici, on a CNP, Allianz et AXA. 3 exemples parce que CNP a été communiqué finalement sur les différents types d'indicateurs et comment ils pouvaient évoluer, en particulier au niveau du business ou de la rentabilité, ce qui évoluait, ce qui n'évoluait pas. Très intéressant de voir côté Allianz aussi, comme on l'a dit, tout ce qui ne bouge pas. Et enfin, côté AXA, à titre d'exemple et purement d'exemple, la variation de CSM, comme beaucoup qui l'ont publié. Donc voici, et on était très heureux, vous êtes très nombreux, on va prendre le temps de répondre aux questions. Juste une conclusion ou on répond aux questions avant Inès? On peut faire la conclusion si ça te va. Ouais, super. On était très heureux, en tout cas, avec Alice et Youssef, déjà de faire cette partie, de répondre à vos questions. Ce qui nous semblait très important, c'était qu'on l'a vu, les pratiques peuvent être différentes, certes. On verra si il y a une homogénéisation qui vient avec le temps, mais elles sont aussi adaptées à un environnement de chaque acteur, de chaque business. Et c'est encore plus vrai quand on ouvre les yeux à l'international. On a des pratiques assez différentes. Des travaux qui restent importants sur 2023, on l'a vu, Youssef, avec le process. On pourrait aussi évoquer le business plan, la façon de piloter et d'aborder l'ensemble des métriques. Un impact business où souvent on dit finalement ça reste une norme comptable, il n'y a pas d'impact business. En réalité, c'est beaucoup plus fin que ça. Je pense qu'on aura des impacts qui vont venir petit à petit. Malheureusement, potentiellement, on pourrait dire, mais qui pourraient avoir lieu. On l'a vu, hein, d'ailleurs, côté IFRS 9, il y a eu aussi des impacts. Et former et communiquer, le nombre que vous êtes ce soir montre qu'il y a encore beaucoup à former. C'est une norme très complexe et qu'il faut communiquer puisque effectivement, on a vu le très grand travail de pédagogie de tous les acteurs qui ont publié. Et en fait, finalement, on peut en retenir quand même quelques grands principes et arriver à naviguer autour d'IFRS 17. Super, merci beaucoup Alice, Youssef et Baptiste. Si ça vous va, on peut passer aux questions. On en a reçu pas mal. Je suis désolée, je pense qu'on ne pourra pas toutes les aborder. Donc, si jamais vous n'avez pas votre réponse, n'hésitez pas à les envoyer au site de l'Institut. Donc, en première question, donc là, j'ai devant moi une question sur la courbe des taux qui indique si le FSP, donc le First Smoothing Point, n'a-t-il pas vocation à de fait aller vers un LLP, donc le dernier point liquide, à 30 ans? Alors, je peux peut-être donner quelques éléments de réponse là-dessus. Donc, la méthode FSP, donc c'est la méthode qui a été préconisée par la IOPAD dans la révision, et justement, elle a été préconisée parce que celle-ci permet de prendre en compte des données observables au-delà du point LLP fixé. Donc aujourd'hui, ce qui est proposé en tout cas dans la révision sur la solvabilité 2, c'est un LLP à 20 ans. Par contre, dans l'application de l'extrapolation, on va bien prendre en compte des occurrences, enfin des données de marché au-delà de 20 ans, et ces données seront pondérées des volumes observés sur le marché pour être le plus cohérent possible avec les données de marché, et donc être un peu plus market consistante. Ok, super. On a une autre question sur les versements libres qui s'interroge. Donc, étant donné que les versements libres constituent une nouveauté en lien avec la norme IFRS 17, est-ce qu'il y a des acteurs du marché qui intègrent une modélisation dynamique? Oui, ça existe. Ok. Confirme.
Ok. Ensuite, une autre question peut-être sur la mutualisation. Donc, une personne s'interroge s'il y a encore des questions autour de la mutualisation entre générations et entre produits. Oui, vraiment oui. Enfin, en France, en tout cas, alors si la question elle est liée au fait qu'en épargne retraite, effectivement, il y a de la mutualisation de fait business entre les générations de produits et entre les produits, donc elle existe toujours. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que cette mutualisation est reflétée dans les états financiers et comment les acteurs ont pu refléter ça. Ce qu'on voit, en tout cas, ce qu'il en ressort, c'est qu'on ne va pas faire un calcul à la maille génération tel qu'on pourrait l'imaginer. Ce qui a pu être observé, en tout cas, c'est qu'on continue à reporter à la maille souhaitée par, par le board, mais que c'est via des approches où on fait un calcul comme un tout, dans un fonds général tel que c'est le business en assurance vie en France, en tout cas. Et ensuite, on alloue ces éléments-là à la maille souhaitée par le board. Donc, implicitement, les effets de mutualisation sont pris en compte. Okay. Sur la partie non-vie, on a une question qui s'interroge en lien avec les communications qui ont été faites récemment par certains acteurs qui souhaitent savoir est-ce que les acteurs en non-vie ont communiqué sur les écarts éventuels entre les boni Mali en norme IFRS 4 et ceux en IFRS 17, en lien avec l'écart d'expérience qui doit désormais figurer dans le compte de résultat IFRS 17. Alors, je peux peut-être essayer de prendre la question. Alors, je ne sais pas s'ils ont communiqué de façon explicite là-dessus. Du moins, lorsqu'on parle de boni Mali, du coup, forcément sur antérieur, en IFRS 4, tout dépend si on est déjà en juste valeur. Donc, si il y a déjà cette notion-là, est-ce que les comptes IFRS 4 étaient d'ores et déjà en juste valeur à ce moment-là? Si oui, bah, du coup, normalement, les écarts avec IFRS 17 restent quand même assez réduits sur ce segment-là. Sinon, bah, l'un des écarts qui peuvent être cités, c'est justement qu'avant, on n'était pas sur une vision best estimate. Et on peut dire, Youssef, que plusieurs acteurs ont communiqué sur leur stratégie de provisionnement, si on peut l'appeler comme ça. En tout cas, une façon d'appréhender la notion de best estimate d'un point de vue comptable et parfois même avec des chiffres. Et sur la base des communications, en tout cas, on n'a pas vu de comparaison à date des boni Mali en norme IFRS 4 versus norme IFRS 17. Ok, et peut-être une dernière question, parce que je vois l'heure, qui concerne le scope des frais qui sont directement attribuables au contrat sous IFRS 17. Et quelle est la question? En fait, Je pense que c'est la définition. Ok, d'accord. En gros, la personne s'interrogeait si ça se restreignait uniquement aux frais d'acquisition. Non, non, pas du tout. Non, on englobe bien plus large que les frais d'acquisition. Évidemment, les frais liés à la gestion des contrats sont attribuables au contrat, donc on les englobe aussi. Ok. Ok, super. Et donc, pour information, pareil, parce que la question a été posée, les supports et l'extrait de ce webinaire seront disponibles sur le site de l'Institut et le webinaire sur la chaîne YouTube également de l'Institut. Donc, si ça vous va, je vous propose qu'on s'arrête là. Merci encore une fois, Alice, Youssef et Baptiste. C'était très intéressant. Et donc, je vous souhaite à tous une très belle soirée. À bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.